On est parti. C'est parti. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une invitée. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. J'ai décidé de lancer une série de podcasts sur l'ésotérique et la spiritualité. Donc cette série va s'appeler Ezo & Co. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Vanessa, cartomancienne, qui va nous expliquer son métier. Bonjour Vanessa. Bonjour Mireille, merci de m'accueillir. Eh ben de rien, si on commençait par une petite infusion, qu'est-ce que t'en penses? Merci beaucoup de cet accueil. Donc l'idée de cette interview, ça va être effectivement de connaître un peu mieux le métier de Vanessa, qu'elle nous explique pourquoi elle est arrivée à la cartomancie, quelles sont ses pratiques et qu'est-ce qu'elle peut apporter aux gens. Voilà. Est-ce que ça te va? Oui, je suis très contente de parler de ma pratique, donc c'est avec plaisir. Eh ben écoute, on est parti. Alors Vanessa, dis-nous un peu comment t'es arrivée à la cartomancie. Alors déjà, la cartomancie pour moi n'a jamais été vraiment inconnue puisque ma grand-mère en fait est voyante et utilise la cartomancie. Donc déjà dès toute petite en fait j'avais un attrait, j'étais fascinée par ces cartes là magiques qui permettaient de savoir des choses et donc je m'amusais déjà toute petite en fait à jouer avec des cartes. Bon après ça s'est un petit peu mis entre parenthèses jusqu'à ce que je découvre la cartomancie pour de vrai, à savoir lors de ma quête en fait spirituelle et de mes questionnements, je voulais trouver des réponses et en fait la cartomancie est apparue un peu comme une évidence et de là j'ai choisi avec beaucoup de temps et beaucoup de réflexion mon tout premier oracle pour apprendre cette pratique qui est la cartomancie. Donc voilà comment j'ai découvert cette pratique en tout cas. D'accord, voilà. Intéressant, tout comme d'autres sont tombés dans la marmite de potions magiques quand ils étaient petits, toi t'es tombée en fait dans l'ésotérisme quand t'étais petite. Un peu, même si c'était pas une évidence tout de suite, c'était plus un attrait du côté un petit peu magique qui était sympathique quand j'étais petite, mais vraiment la vraie pratique c'était en 2017, pour être très honnête. Okay. C'est en 2017 que tout a commencé pour moi dans la cartomancie. Et alors justement, c'était quoi le déclencheur en fait? Qu'est-ce qui a fait que t'as démarré Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit à un moment donné, comme tu viens de nous le dire, que la cartomancie allait pouvoir t'apporter les réponses que tu cherchais, ou en tout cas une partie des réponses quoi. Ouais, mais en fait c'était une période où j'étais en quête de sens. J'avais du mal à trouver ma place dans la société, je me sentais pas forcément alignée avec qui j'étais. Et donc ça fait partie en fait de tout un processus de quête spirituelle, j'appellerais ça comme ça, de développement personnel, où je me suis posé énormément de questions et j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité, à l'ésotérisme en règle générale. Et je me suis dit comment améliorer mon intuition, comment travailler mon intuition, parce que c'était aussi une quête que j'avais de travailler mes propres ressentis. Et de là, je me suis dit, les cartes, ça me semble un outil qui m'attire dans un premier temps et qui, je pense, sera agréable en fait à utiliser. Et donc de là, j'ai acheté mon premier oracle et j'ai travaillé dessus en fait de manière très sérieuse, mais c'était à la base une pratique qui était personnelle en fait, hein. Okay. C'était pas forcément pour aider l'autre au tout départ, c'était vraiment une pratique personnelle pour justement trouver mes propres réponses. Et puis à travers les symboliques, essayer de comprendre ce que mon inconscient voulait me cacher ou me montrer, en fonction des blocages que je rencontrais. Donc, pratique que tu as mis aujourd'hui au service des autres. Exactement, aujourd'hui, ouais. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer dans des termes assez simples en quoi consiste la cartomancie? Voilà, pour des gens qui ne maîtriseraient pas ce terme-là. Ça veut dire quoi exactement? La cartomancie, c'est une pratique qui utilise un outil qui est du coup très simple, qui sont du coup les cartes. Des cartes comme ceci qui chacune contiennent des symboles, des images qui peuvent nous parler à notre intuition et qui sont chargées de sens et de messages. Et donc on utilise ces cartes-là pour justement poser une question et recevoir un message de celle-ci. Recevoir un éclairage en fait, tu fais pas de la divination, tu fais de la guidance. Alors oui, il y a différentes manières d'utiliser les cartes. La manière qui est la plus connue du monde, je dirais, c'est vraiment la divination, donc la diseuse de bonne aventure qui va du coup parler de votre avenir, qui va parler, dire des grandes vérités sur ce qui va vous arriver dans votre vie. Or moi ce n'est
pas cette pratique-là que j'utilise, en tout cas pour moi et pour mes consultants. C'est vraiment une pratique de guidance, donc c'est vraiment avoir un éclairage grâce aux cartes pour guider la personne en fait et accéder à des informations inconscientes, accéder à des libérations émotionnelles, accéder à des prises de conscience qui sont très fortes. Donc c'est vraiment axé sur le présent, qu'est-ce qui se passe maintenant, et les cartes sont un outil pour moi pour accéder justement à ces informations à travers leurs symboles. Et alors, quel type de carte tu utilises? Parce qu'aujourd'hui, il existe une multitude d'oracles, ce qu'on appelle des oracles. Il existe aussi le tarot de Marseille étant le plus connu d'entre eux. Après, il y a différentes versions de tarot aujourd'hui. Le tarot avec des arcanes majeures et des arcanes mineures. Quel genre de carte, toi, tu utilises aujourd'hui? Alors, j'ai expérimenté beaucoup de jeux différents, mais dans ma pratique, en tout cas avec mes consultants aujourd'hui, c'est les oracles que j'utilise le plus. D'accord. Comme ce que tu tiens à la main, par exemple. Enfin, ça, c'en est un parmi d'autres. C'est ça, un oracle, c'est vraiment libre dans sa structure, c'est c'est beaucoup d'images, de symboliques différentes, mais qui ne respectent pas forcément une structure précise, comme le tarot ou le normand par exemple, qui a toujours une structure particulière. L'oracle permet une certaine liberté, à mon sens, dans la lecture et dans l'accès des messages. Alors, tu parles de liberté, moi j'aurais tendance à parler d'intuition. Est-ce que du coup le terme est correct? C'est-à-dire que quand tu fais un tirage de cartes, quand tu étales les cartes et que du coup tu fais un tirage spécifique pour quelqu'un, est-ce que tu utilises que les symboliques qui t'apparaissent, ou est-ce que tu utilises aussi ton intuition ou le fait d'être connecté en fait pour répondre à la personne? C'est une très bonne question, je trouve, Mireille. Non, mais vraiment, merci. C'est une très bonne question parce que en fait c'est tout en même temps. D'accord. C'est-à-dire que pour moi je considère que les cartes sont devenues comme un nouveau langage. C'est-à-dire que j'ai tellement c'est devenu en fait quelque chose qui fait partie de moi presque à force de pratiquer. C'est comme un langage supplémentaire, le langage peut-être de mon intuition effectivement, qui me donne accès à des informations. Mais ça peut aussi être très bien la réponse à une question basique et très concrète et qui ne demande pas forcément d'avoir une intuition très aiguisée ou une connexion énergétique ou spirituelle. Voilà, donc c'est chacun à sa propre pratique. Moi dans mon cas, c'est mon langage, c'est mon deuxième langage. À travers les symboles, il y a une histoire qui se dessine et une carte peut avoir une infinité de symboliques et de messages en fait. Donc oui, voilà. En fonction du contexte, en fonction des autres cartes qui sont tirées, peut-être du ressenti aussi de la personne que tu as en face de toi. Enfin, j'imagine qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et quid de l'éthique? Alors quid justement de ce libre arbitre que la personne, la consultante ou le consultant est censé garder? Comment est-ce que toi tu abordes en fait ces sujets-là avec eux? Alors moi c'est vraiment fondamental dans ma pratique, je mets un point d'honneur justement à respecter toujours le libre arbitre de la personne qui est en face de moi. C'est hyper important aussi pour que la personne reste maître en fait de ses décisions et de son chemin à chaque instant. Et c'est pour ça que la cartomancie peut aussi être un piège quand elle est mal utilisée, à mon sens. Moi personnellement dans ma pratique je n'utilise pas la cartomancie comme une divination, donc je ne vais pas forcément l'utiliser pour savoir ce qui va se passer dans le futur précisément, s'il y aura une rencontre, pas de rencontre, s'il y aura un enfant, pas d'enfant. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est pas forcément de savoir ce qui va se passer concrètement en fait pour la personne dans le futur, mais plutôt de savoir qu'est-ce qui se passe maintenant et pourquoi est-ce que cette question-là est importante en fait aujourd'hui. Quel est le blocage qui se cache derrière? Est-ce qu'il y a des schémas qui se répètent, qu'il faut mettre en lumière justement pour aller au-delà d'une quête ou d'une réflexion? Mais les cartes, moi en tout cas, je les utilise dans un souci éthique, que j'appellerais éthique. Moi je m'appelle en fait, j'aime bien appeler ma pratique la cartomancie éthique ou la voyance du présent, parce que c'est vraiment ça, c'est voir aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce qui est à mettre en lumière, quel éclairage peut-on faire sur la situation d'une personne par rapport à son questionnement, même si parfois les cartes insistent, parfois l'information de savoir ce qui va se passer concrètement peut être importante, mais il faut toujours faire très attention à comment transmettre l'information pour que ce ne soit pas un traumatisme pour la personne, ou que ce ne soit pas une information
libération qui peut changer sa direction ou sa route en fait. C'est ça, le cours de son histoire. Exactement. Ok, d'accord. Exactement. Oui, donc tu parlais d'éclairage, et là, dans ta pratique à toi aujourd'hui, c'est exactement comme ça qu'il faut le concevoir, c'est-à-dire dans ta pratique réelle, c'est un éclairage sur une situation donnée ou sur une question donnée, Exactement. plus qu'effectivement une divination en fait, ou une tentative de prédiction de l'avenir. Okay. Complètement. Mais moi, dans ma pratique, ce qui est magique, et je mets des gros guillemets sur le côté magique. Moi, on aime bien ce qui est magique. C'est surtout ce qui est très intéressant pour moi grâce à la cartomancie, et ça je l'ai découvert en pratiquant, c'est les libérations qui peuvent se produire. Des libérations très très fortes, émotionnelles, ou alors des prises de conscience énormes qui permettent à la personne en fait de changer complètement de point de vue ou d'aborder une situation complètement différemment. Donc en fait la magie pour moi c'est pas forcément dans ce que je vais dire sur le futur, même si oui c'est ça qui est attirant parfois dans la cartomancie, c'est qu'est-ce qu'elle va me dire sur mon futur, mais le côté magique vraiment c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la personne et ce que les cartes vont mettre en lumière vont révéler en fait de la personne. Du coup Vanessa, que dirais-tu à des gens qui sont sceptiques et qui pensent que les mancies dans leur ensemble et spécifiquement la cartomancie ne sont pas des sciences entre guillemets fiables et parfois sont des vues de l'esprit ou ce genre de choses? Qu'est-ce que tu leur répondrais? Alors déjà, je pars du principe que être sceptique est une qualité, c'est-à-dire que être sceptique c'est se consulter soi-même. Et pour choisir de croire ou de ne pas croire quelque chose. Donc pour moi c'est hyper important d'être sceptique en fait, et je l'ai moi-même été avant d'en être convaincue de cette pratique. Donc pour moi déjà quelqu'un de sceptique, je respecte totalement en fait, c'est totalement normal d'avoir justement un recul par rapport à cette pratique, parce qu'il y a beaucoup de croyances en fait autour de ça qui sont divulguées par la société ou par l'histoire et qui selon moi sont pas forcément véritables, quoique ça dépend de la praticienne et de la cartomancienne qu'il y a en face, mais moi en tout cas dans ma pratique, après je ne cherche pas forcément à convaincre, mais je suis ouverte à discuter en fait de ma pratique et des cartes avec la personne pour voir son point de vue et essayer d'en discuter en fait tout simplement et de voir pourquoi est-ce qu'il y a autant de blocages envers cette pratique. Et il m'est arrivé plusieurs fois, c'est surtout avec des personnes proches, parce que ça se fait sur le long terme, mais des personnes qui étaient vraiment très fermées, très sceptiques, qui ont fini en fait par faire une guidance avec moi et qui se sont révélées extrêmement libératrices ou pleines de sens. Donc en fait, moi c'est totalement normal d'être sceptique. Maintenant que la discussion soit ouverte, j'en parle avec n'importe qui. On reste ouvert. Et du coup, toi, est-ce que tu as déjà douté de cette pratique? Alors peut-être, comme tu disais, avant d'être cartomancienne, peut-être au démarrage, ou peut-être même quand tu l'es devenue derrière, est-ce que ça t'est arrivé de douter en fait de cette pratique? Complètement. D'accord. Ah oui, au départ, en fait, j'avais envie d'y croire quand même. Il y avait quand même cette partie-là j'avais envie d'y croire, donc forcément j'avais une appétence, mais j'avais vraiment la volonté de comprendre tous les rouages avant en fait de me lancer dans cette pratique ou avant de commencer à pratiquer pour moi. Je n'ai pas cru comme ça d'une minute à l'autre tout ce qu'on me disait. C'est-à-dire que j'ai regardé énormément de documentaires sur le net, j'ai lu énormément de livres, j'ai expérimenté par moi-même et pendant très longtemps ça a été un très long processus d'apprentissage et de me dire est-ce que c'est vraiment véritable en fait que cette pratique soit magique, miraculeuse, etc. Qu'une autre. Ce que tu es en train de nous dire en fait, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue, c'est qu'aujourd'hui chacun va trouver l'outil qui lui convient en tant que praticien ou en tant que consultant, et que ces outils peuvent effectivement être aussi bien de la cartomancie que du pendule ou de l'astrologie ou autre. Bien sûr. Et que effectivement cette vérité qui n'en est pas réellement une en fait doit toujours quelque part être mise en doute malgré tout pour pouvoir prendre le bon et faire attention à ne pas tomber en fait dans les griffes de personnes qui sont mal intentionnées, quoi. Exactement. Alors il y a beaucoup de choses dans ce que tu me dis. Maintenant, quand on envisage de faire des guidances ou de la cartomancie même divinatoire pour d'autres personnes, pour moi là il y a beaucoup de choses à prendre en compte avant de prendre rendez-vous, à mon sens, avant de se lancer tête baissée, Déjà la connaissance de soi. Ah oui, non, mais la connaissance de soi elle est fondamentale. Ah mais c'est essentiel. Ouais, c'est ça. Se connaître et connaître son fonctionnement, et là je parle d'un processus plutôt cognitif pour effectivement éviter peut-être de faire des projections
Ah, mais complètement, sur les cartes que tu vas tirer qui potentiellement sont liées à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi, dans ma pratique, alors le jour où je me suis dit, ok, je peux pratiquer pour des personnes extérieures, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Voilà, quand je vois les cartomanciens sur TikTok, par exemple, des jeunes filles de 20 ans qui se mettent à tirer les cartes pour d'autres personnes, donc oui, c'est rigolo, c'est chouette, sauf que derrière, ça peut avoir un impact extrêmement important sur la personne qui pose la question. Donc c'est quelque chose de très important pour moi. Et le travail introspectif fait partie pleinement de ma vie depuis très 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 longtemps. J'ai fait j'ai été accompagnée par la thérapie, j'ai essayé de comprendre comment je fonctionnais, où étaient mes blocages, mes zones d'ombre, mes lumières, mes potentiels. Ça a été un travail de très 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 long terme et par la pratique, encore une fois, je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait quelque chose de très positif et de lumineux à faire avec mes cartes. Mais ça n'a pas été d'une décision que j'ai prise comme ça. À la légère. Ah non. Et puis pour moi, se connaître profondément et travailler sur soi, c'est essentiel pour tout praticien. Ah bah oui. On est d'accord. Est-ce que là, et la remise en question, de dire, c'est hyper important. Et puis dans la guidance, en fait, moi j'applique la guidance comme la thérapie presque, en fait. C'est vraiment entre les deux. C'est intéressant. C'est vraiment entre les deux. C'est-à-dire que moi j'essaye d'amener la personne à prendre conscience de telle ou telle chose. Mais c'est pas moi qui lui dis. Oui, moi je fais des suggestions. Est-ce que peut-être, si je vous dis ça, ça vous parle ? Mais en aucun cas je dis à la personne votre blocage il est là et vous devez faire ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. Non. Et voilà ce qu'il faut faire. Exactement, et c'est ce qui est le plus efficace et c'est ce qui est le plus difficile aussi à faire, d'amener la personne à ses propres prises de conscience. Ça dépend ce que la personne va attendre, mais j'imagine que tu as dû rencontrer des gens qui vont attendre en fait que tout leur tombe tout cru dans le bec en mode c'est toi qui vas me donner la réponse et du coup moi j'ai aucun travail à faire, mais l'idée c'est plus de les amener justement à une auto-réflexion, à minima en tout cas, si ce n'est une introspection derrière, pour que eux-mêmes comprennent le chemin qu'ils ont à faire. Okay. Exactement, t'as tout compris. Et est-ce que du coup, dans ce cadre-là, tu aurais des anecdotes marquantes, dans les expériences que tu as pu avoir en tant que cartomancienne ? Oui, moi ce qui me marque le plus et ce qui est le plus valorisant et enrichissant pour moi et pour l'autre, c'est vraiment les libérations émotionnelles. D'accord. C'est en fait, quand je fais une guidance, c'est pas dès le début qu'on a la libération, c'est au fur et à mesure. Et parfois, donc moi je fais part de mon ressenti, de mon intuition. Et parfois c'est les 10 minutes avant la fin, où là on touche quelque chose, et j'ai des frissons parce que c'est exactement ce qui se passe au moment où ça se passe, c'est-à-dire que là on sent qu'on touche à quelque chose de très profond et de très libérateur qui va se produire. Et là quand ça se passe, là c'est extraordinaire, parce que la personne elle-même en fait est surprise. Et je peux te parler d'un exemple du coup très récent qui m'est arrivé, d'une personne que j'ai accompagnée, qui à la base est très sceptique pour le coup, donc c'est un très bon exemple, qui ne croyait pas forcément en cette pratique, en avait même un petit peu peur. Elle va illustrer tout ce qu'on vient de dire, donc c'est parfait. Voilà, et du coup cette personne-là, je lui ai dit, écoute, je pense qu'une guidance pourrait te faire du bien en fait dans ce que tu traverses aujourd'hui. Elle m'a dit bon bah go, de toute façon j'ai plus rien à perdre. C'est souvent dans des moments de désespoir en fait où les personnes réservent une guidance, donc voilà, là c'était le cas, un désespoir émotionnel, elle ne savait plus comment gérer ses émotions. Et en fait tout le long, donc moi je ressentais, j'ai une intuition du coup très développée, un ressenti très développé, donc ce qu'on appelle le clair ressenti. Donc moi l'information je le ressens, parce qu'il y a différentes manières de recevoir l'information quand on travaille son intuition. Ça peut être le clair senti, par l'audio, je sais plus c'est quoi le nom. La clairaudience. Clairaudience, voilà. Moi c'est le clair ressenti, c'est-à-dire que je ressens les choses. Et donc là je ressentais, tout le long de la guidance je ressentais des choses et je lui partageais, donc je disais mais ça te parle si je te dis ça, si je te parle de ça, etc. Et en fait tout le long cette personne là, le mental prenait le dessus, donc c'était là non ça me parle pas, ça ne me dit rien, non je pense pas que ce soit ça, je pense pas que ce soit ça. Et en fait moi dans ces cas là, comme je ressens à l'intérieur que c'est quand même une voie qu'il faut prendre, et bien je continue sans jamais secouer la personne, mais lui dire mais tu es sûr que ça ne te parle pas de quelque chose. Voilà, et donc cette personne-là me disait bah là émotionnellement je sais plus quoi faire, je suis dans le contrôle de tout, j'ai besoin de tout contrôler, j'ai envie de lâcher prise en fait, et j'ai envie d'avancer en étant sereine, et voilà, c'était ça la problématique. Et en fait au fur et à mesure on a été amené du coup à comprendre que la source venait de l'enfance en fait, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui revient assez souvent, mais les cartes étaient plutôt
comment dire, insistante. Sur le fait qu'il fallait creuser. Et ce qui est très drôle dans ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas forcément quelque chose qu'elle a verbalisé, parce que j'imagine que les gens parfois verbalisent leurs problématiques. Là, en l'occurrence, elle a peut-être verbalisé une problématique qui n'était pas, entre guillemets, la plus judicieuse à travailler. Et en fait, les cartes ont répondu sur la vraie problématique, si je puis dire, ou en tout cas celle qui la bloquait d'un point de vue émotionnel. Ça, ça, pour le coup, c'est vraiment magique pour moi dans ma pratique, c'est que en fait, les cartes savent toujours. C'est pas parce que tu verbalises qu'elles vont répondre à cette question-là. Ah oui, complètement. Et puis les personnes, elles viennent avec une problématique ou avec une question précise. Mais avec les cartes, on arrive toujours à voir, non, mais en fait, il est pas là le problème. Oui, voilà. Le problème, il est là. et ça, c'est pour moi, c'est extraordinaire. On peut pas tricher, en fait. Non, on peut pas tricher. Et c'est pas les cartes, hein. Pareil, j'essaie de faire des nuances parce que c'est pas les cartes, c'est l'inconscient de chacun, c'est les informations auxquelles on a tous accès. Et en fait, les cartes que la personne va tirer ou que moi je vais tirer pour la personne, on se connecte en fait à l'énergie de la personne, à son histoire, et donc on va retourner la carte qui précisément va nous parler en fait pour telle ou telle problématique. Et puis de la même manière, parce que je fais aussi des guidances à distance, de la même manière, quand moi je me connecte à la personne, c'est exactement la même chose, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas moi avec mon énergie qui tire la carte, c'est vraiment en connexion avec la personne en face. Tu fais à l'intention de la personne qui est en face. Exactement. Et pour revenir à mon exemple de tout à l'heure, donc pendant tout le long de la guidance qui a duré très très longtemps d'ailleurs, hein, ça a été un long chemin. Et oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait, et la cartomancie non plus apparemment. Non, c'est sûr, c'est parce que moi j'ai un objectif précis, c'est il faut donner un éclairage ou quelque chose de concret à la personne en face. Donc moi, je fais les choses vraiment avec le cœur et jusqu'au bout. Et la dernière carte que j'ai tirée pour elle a été extraordinaire et en fait a révélé ce qui devait être révélé. Ça a été incroyable. Et elle-même, en face, elle m'a dit « Oh, mais ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. » Mais il a fallu je dirais même des heures avant d'arriver à cette dernière carte. Et là, c'est dans le cas où le mental, il protège en fait, il protège la personne. Que l'éclairage en fait lui soit parlant pour elle, quoi. Avant qu'elle se dise oui, effectivement, c'est bien ça. Et, mais au-delà d'être parlant, c'est une vraie libération émotionnelle. C'est vraiment quelque chose de très profond qui se réveille, quoi, et qui amène du coup forcément, généralement à des pleurs, mais qui sont positifs et très libérateurs. Et moi j'ai mon petit côté un peu sorcière quand même, où je dis, bah si tu pleures, c'est que j'ai gagné mon pari. Donc il y a quand même des limites, et pour moi il y a quand même quelque chose de dangereux, surtout en ce moment avec les réseaux sociaux. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais je trouve que c'est hyper important d'en parler, notamment sur TikTok, où il y a énormément de praticiens, de cartomanciens, de médiums qui vont travailler sur TikTok et qui, à mon sens, semblent ne pas vraiment avoir travaillé cette notion de libre arbitre et d'éthique et de déontologie, exactement, et qui donnent des informations qui peuvent être complètement destructeurs pour la personne qu'il y a en face. Prenons un exemple, une jeune fille qui vient de rompre avec son copain, qui est dans une détresse la plus totale, qui est dans une émotion qui est très compliquée à gérer pour elle. Elle va tomber sur une cartomancienne sur TikTok en se disant, elle va me donner des réponses, est-ce qu'il va revenir ? J'ai besoin de savoir s'il va revenir parce que je suis dans une détresse qui est vraiment très compliquée pour moi. Et donc dans ces cas-là, elle va poser la question à la cartomancienne en face, et la cartomancienne en face, eh bien moi j'en ai vu, et beaucoup, des personnes qui tirent juste une carte et disent, ah bah non, il va pas revenir. Et hop, on passe au suivant. Et alors ça, pour moi, c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'en fait, la cartomancie, déjà d'une, pour moi, c'est une pratique qui est précieuse et sacrée. C'est que voilà, donc vraiment, faites attention sur les réseaux sociaux, c'est hyper important. Je dis pas qu'il n'y a que des mauvaises pratiques, hein, parce qu'il y a vraiment des médiums et des cartomanciens sur les réseaux qui sont très très fiables en fait. Ah oui, bien sûr, oui, on a quelques noms, quelques oracles à la boutique qui sont sur les réseaux. Ah bah bien. En tout cas, faites attention sur les... C'est pas parce qu'une personne a un jeu de cartes qu'elle est forcément compétente dans son domaine. Donc, poser une question par rapport à des gens qui souhaiteraient éventuellement se lancer en cartomancie. On a pas mal de personnes qui ressentent l'envie, on va dire, de se lancer sur une pratique telle que celle-là. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil aujourd'hui ?
Et est-ce que les questions qui reviennent souvent, c'est est-ce qu'il faut avoir un don, voilà, pour tirer les cartes? Alors on a beaucoup parlé d'intuition, donc voilà, je pense que tu vas pouvoir éclairer un peu notre lanterne. Hein. Oui, alors déjà pour un débutant, je dirais ça dépend dans quel objectif. Est-ce que l'objectif c'est de faire des guidances à d'autres personnes ou est-ce que l'objectif c'est d'avoir une pratique personnelle? Parce que pour moi c'est deux choses différentes. Dans le cas où c'est une pratique personnelle, moi j'invite tout le monde à tester en fait la cartomancie parce que c'est des moments qui sont quand même très légers, très ludiques et très joyeux en fait de se tirer les cartes. Je trouve ça vraiment super et donc moi j'invite tout le monde à tester la cartomancie et à choisir dans ce cas-là le jeu qui vous appelle, c'est-à-dire vraiment se fier à votre ressenti. N'achetez pas l'oracle G parce qu'un tel vous a dit d'acheter l'oracle G, mais prenez le temps de faire vos recherches, que ce soit sur internet ou aller dans les boutiques ésotériques comme celle-ci pour regarder, sentir, essayer de voir quel jeu vous appelle le plus. Et ensuite, c'est vraiment se laisser porter en fait par la pratique. Il y a 1000 manières d'appréhender la cartomancie. Moi j'ai la mienne, mais j'ai pas forcément la vérité et j'ai ma manière de faire, mais voilà, c'est pas forcément la vérité absolue, donc chacun est libre d'expérimenter comme il le souhaite. Maintenant, quand c'est dans l'objectif d'accompagner l'autre, pour moi là c'est autre chose. Oui, on est sur une autre dimension. Là c'est autre chose, c'est d'abord d'appréhender effectivement la cartomancie pour soi déjà, je pense dans un premier temps. Et de ensuite faire tout un travail, on en parlait tout à l'heure, personnel et psychologique, thérapeutique, avant de se dire bon, je vais accompagner telle ou telle personne. Bien se connaître avant de pouvoir effectivement accompagner quelqu'un. Ça me paraît quand même primordial. Attention à ne pas tomber dans ce que Isabelle Serres appelle la spiritualité doudou, c'est-à-dire en fait le fait de tirer une carte non pas pour travailler sur soi, mais simplement pour se sentir bien. On peut démarrer comme ça, apparemment, voilà, je pense que c'est bien, mais par contre, effectivement, rapidement, ce que tu disais, de toute façon, rapidement y intégrer une vraie dimension spirituelle et énergétique, et de tirer les cartes, pas tant pour se faire plaisir que pour libérer un blocage ou comprendre peut-être une peur ou une situation donnée. Voilà. Oui, ça peut être utilisé pour plein de choses, pour des questionnements dans le quotidien, pour débloquer justement des choses en soi. Voilà, il y a différentes pratiques de la cartomancie. Moi, juste l'alerte que je voudrais donner, c'est il faut simplement porter attention à comment est-ce qu'on appréhende la chose. Donc quand on pratique pour soi, à quel moment est-ce que ça reste un plaisir et à quel moment est-ce qu'on bascule dans une addiction, par exemple. Le fait de toujours vouloir des réponses, ou alors si ça devient stressant. Là pour moi il y a quand même une alerte à donner, ça doit vraiment ritualiser le moment. Je trouve que c'est hyper important quand on débute de se dire bon, je vais me tirer quelques cartes, mais c'est pas dans le métro c'est ça, ou devant la télé, devant Netflix. Exactement, ou quand on est en stress, quand on a quelque chose de très compliqué à gérer. Il faut plutôt prendre un temps de pause et se dire bon, je vais choisir un moment, je suis au calme, je m'allume une petite bougie, je mets une petite musique, je suis bien, personne ne me dérange, et là on peut poser une intention et tirer quelques cartes. C'est intéressant, oui, c'est ça. C'est pas le faire en conscience, c'est ce que tu disais. Le faire en prenant conscience de ce qu'on est en train de faire et de ce que ça va nous apporter, et pas le faire machinalement parce qu'on nous a dit que c'était bien de tirer une carte et que. Exactement. Okay. Pour moi, justement, tu parlais de rituels. Est-ce que tu veux bien nous parler, par exemple, des tiens, ou d'un des tiens potentiellement? C'est quoi, toi, ton rituel ou ta pratique pour toi? Et puis sinon, avant chaque guidance, j'ai aussi mes propres protocoles énergétiques en fait, parce que pour moi c'est très lié à l'énergétique, la pratique. Pourquoi? Pour remettre à zéro? C'est-à-dire en gros pour être sûr que tu vas être dans l'énergie de la personne que tu reçois et pas dans la tienne, ou pas être entre guillemets pollué par quelque chose... Exactement, en fait la base du protocole et des rituels que je fais avant chaque guidance, et même après, c'est de me centrer. Donc c'est vraiment d'avoir une connexion au sol et un ancrage à la terre en fait, qui est très important. C'est en fait enlever ce qu'il y a dans le mental pour se reconnecter au cœur. Et pour ça, moi je travaille vraiment avec la terre dans un premier temps, avec des longues respirations, et ensuite je pose l'intention, je demande
À l'univers, après, vous choisissez, si vous voulez faire des rituels de ce type, vous choisissez en fonction de vos croyances, hein, mais moi j'appelle mes guides, l'univers, les anges, mes ancêtres, peu importe, vous choisissez le vôtre, et je pose l'intention claire qu'ils soient là pour m'aider à apporter la personne qu'il y a en face de moi, à apporter un éclairage par rapport à ce dont elle a besoin pour avancer. Okay. Voilà, je pose mes intentions claires avant chaque guidance, et je demande aussi à ressentir les choses. J'ouvre les canaux, en fait, en moi à ce moment-là, et je demande à ce que ces canaux soient ouverts pendant le temps de la guidance et qu'ils se referment en fait à la fin de la guidance. Et ensuite je procède à un nettoyage en fait énergétique, c'est-à-dire que je demande que toutes les énergies de la personne que j'ai pu stocker en moi soient redonnées en fait à la terre ou au ciel en fonction. Voilà. Je fais un travail avant vraiment de nettoyage, j'essaie de me centrer au maximum. Je demande à ce que ma guidance soit la plus claire possible pour la personne en respectant ses limites et son libre arbitre. Maintenant, si parfois je fais des suggestions qui concernent moi mes projections et mes propres peurs, parfois les dire peut aussi faire avancer la personne. Donc je veux pas forcément tout bloquer, c'est juste qu'il faut faire attention, il faut trouver un équilibre en fait entre tout ça, et surtout porter attention à l'impact que ça peut avoir pour la personne en face. Maintenant voilà, une simple discussion entre amis parfois peut libérer des choses, et dans une discussion entre amis il y a des projections, donc pour moi l'idée c'est d'en avoir conscience, c'est ce que tu disais. Exactement, c'est-à-dire que l'objectif c'est d'en avoir conscience. Dès lors que tu en as conscience, effectivement, soit tu les neutralises si ça n'a pas lieu d'être, soit tu t'en sers parce que finalement ils sont là peut-être aussi pour aider la personne. Ça donne des informations, oui. D'accord. Selon moi, en fait, à mon sens, pour aller un petit peu plus loin dans la réflexion, c'est quand une personne va voir un praticien, peu importe lequel, hein, ça peut être un thérapeute, un psychologue, un cartomancien, peu importe. En fait, on se connecte à l'énergie de l'autre. Et pour moi, quand deux personnes font une thérapie ou une heure justement de guidance, c'est parce que les deux personnes doivent être là au même moment. D'accord. Et pour moi, c'est pas un hasard quelque part. Donc si tu choisis de faire une guidance avec moi, c'est parce qu'il y a quelque chose dans ce que je vais te dire et dans ma façon de voir les choses qui peut-être va te faire avancer. Donc c'est en ce sens-là où pour moi il faut pas non plus tout brider, les projections, le mental, parce que ça fait partie aussi de l'échange en fait, tout simplement. Alors du coup oui, je reviens sur ma question. Du coup Vanessa, est-ce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui nous demandent est-ce qu'il faut un don, voilà, pour tirer les cartes Et si oui, c'est quoi un don? Alors un don pour moi ça fait partie justement des croyances autour de la cartomancie. Il faut avoir un don, il faut avoir... alors il y a des personnes qui naissent avec des prédispositions à une pratique en particulier, que ce soit la médiumnité, la cartomancie, peu importe la pratique. Et on en connaît quelques-uns. Cela étant dit, ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un don ou une intuition ultra aiguisée pour pratiquer la cartomancie. Par contre, c'est quelque chose qui s'affine en pratiquant la cartomancie. C'est-à-dire que moi, dans mon parcours, donc moi, pour donner un petit peu un état des lieux de mon parcours aussi professionnel, c'est-à-dire que moi, ça a été une reconversion. Ça n'a pas toujours été présent dans ma vie. Et pendant longtemps, c'était même inconnu, en fait, tout ce monde-là. Et quand j'ai commencé à pratiquer la cartomancie, c'était pas une évidence pour moi que j'allais y arriver, et même je me disais mais moi j'ai pas de don, j'ai pas de prédisposition, je suis pas comme ma grand-mère elle m'a toujours dit que pour elle c'était comme ça, elle avait des flashs, sauf que moi je me suis dit bah oui mais bon est-ce que ça s'apprend? Et ça s'appelle la légitimité, là, ce que tu évoques. En fait, tu ne te sentais pas légitime, en fait. Au démarrage, tu dis, bah non, j'ai pas tout ça, contrairement à ma grand-mère. Exactement. Et puis, dans ce que ma grand-mère m'avait dit, moi, dans ma tête, c'était bon, bah il faut déjà ça en soi, en fait. Puis, en fait, à force de lecture et d'expérimentation, d'expérience, je me suis rendu compte que non, en fait. Tout peut s'ouvrir, vraiment tout peut s'ouvrir. À partir du moment où on pose l'intention et où on demande à ce que ça s'ouvre, et à partir du moment aussi où on s'autorise à y croire, parce que c'est hyper important, s'autoriser à y croire. Parce qu'il y a des personnes, oui mais moi tant que j'ai pas vu, moi j'y croirais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Mais pour moi c'est dans l'autre sens qu'il faut voir les choses, c'est-à-dire qu'il faut aussi se dire bon allez, j'y crois, je m'ouvre et on voit ce qui se passe. Et à ce moment-là, quand on lâche vraiment... c'est là que les miracles arrivent en fait. Exactement, ouais. Et certaines personnes à la boutique que vous avez déjà rencontrées vous diront qu'on a tous un don, ou en tout cas une prédisposition. Maintenant, on n'a pas forcément la conscience de cette prédisposition-là, mais apparemment on en a quand même tous une. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Maintenant, reste à savoir laquelle, quoi. Et ben le mot de la fin, Vanessa.
Voilà. Et ben le mot de la fin, merci. Ou la carte de la fin, si tu préfères. On peut tirer une petite carte si Allez, tu veux allons-y, pour quoi. terminer. Hop. Alors c'est un jeu que je ne connais pas, je précise, donc ça va être une grande découverte. Voilà. Tout le monde, tirons une dernière petite carte pour clôturer Exactement. ce Je te merveilleux remercie échange. en tout cas d'avoir accepté parce que c'était agréable de t'avoir, Ouais. d'en savoir un peu plus sur ton métier, sur toi. Et puis j'espère que tous ceux qui vont nous regarder auront apprécié au moins autant que moi ce moment et viendront te voir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Merci beaucoup à Mireille de m'avoir accueilli, ça me fait vraiment très plaisir de parler de ma pratique, qui est quand même, voilà, c'est quelque chose de niche, hein, quelque part, et de parler plus en profondeur de comment je pratique, ça me fait très plaisir de pouvoir le partager avec tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup pour de cette rien. opportunité d'échange. À la boutique, on a à cœur en fait de mettre en avant aujourd'hui des praticiens, notamment, donc comme je vous l'ai déjà dit, éthiques, mais aussi locaux. Voilà, Vanessa, elle pratique pas très loin À jouer sur Erdre. Ah voilà, merci. À jouer sur Erdre. Donc, si vous souhaitez la rencontrer, vous aurez toutes les informations du coup dans la description. Merci. Dans la description avec l'Instagram, etc. Mais voilà, toutes les personnes que je vous présenterai dans cette série de vidéos seront des locaux avec qui j'ai à cœur de travailler et qui ont une belle image de l'ésotérisme et de la spiritualité. Je vous accueille avec grand plaisir, en tout cas pour une guidance ou même juste pour échanger à ce sujet. C'est avec grand plaisir que je suis là pour vous, en tout cas. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Oui, alors. venez. On y va. On y va, une dernière carte pour clôturer. Alors, exactement. Clôturons cet échange exactement. entre toi et moi. Qu'est-ce que l'univers a envie de nous dire? Exactement, qu'est-ce que nous guide l'univers ou envie de nous dire à travers notre échange. On peut poser l'intention sur notre échange, voir ce qui ressort. Alors, je vais couper, hein, hop, puis tu vas tirer la carte, qu'est-ce que t'en penses? Allons-y. Hop. La main du cœur ne ment jamais. Exactement. Allez, celle-ci, elle me plaît bien. Tac. Monde animal. Avant, je le montre à la caméra. Hop. Vous voulez que je vous dise ce que je ressens de cette carte? Alors vas-y, Parce que je ressens des choses déjà. Vas-y. Alors déjà pour moi l'éléphant c'est le potentiel en fait qui en soi, c'est la force aussi et c'est le courage. Alors peut-être qu'à travers cette carte ça vous montre que allez-y, lancez-vous, essayez de tirer quelques cartes et croyez en vous, ayez confiance en vous et en vos ressentis pour avancer. Voilà, le monde animal, en tout cas cet éléphant sur cette carte, pour moi nous parle de ça et il y a derrière l'élévation. Donc peut-être que en pratiquant la cartomancie ou simplement en regardant cette vidéo, ça vous amène une ouverture, en fait quelque chose de lumineux et qui va vous élever en fait vers la lumière avec des bases solides et une éthique respectée, un libre arbitre respecté. Exactement. Mais bon, merci en tout cas à tous et puis on se retrouve très vite pour l'épisode 2 de Ezo & Co. À très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir Mireille.